Le congé paternité, quand on est intermittent du spectacle en France, ah là là, ça peut vite ressembler à un parcours du combattant, n'est-ce pas? Mais pas de panique, aujourd'hui on va décortiquer ça ensemble, étape par étape. L'idée, c'est de proposer un mode d'emploi pour s'y retrouver et surtout pour faire valoir ses droits. C'est vrai que quand on est intermittent, la moindre petite démarche administrative, ça peut virer au vrai casse-tête. Entre la paperasse, toutes les conditions à remplir, le calcul des indemnités, bref, on se sent très vite complètement submergé. Mais encore une fois, on est là pour démêler tout ça. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel rapide de ce qu'est le statut d'intermittent du spectacle. C'est un statut vraiment unique en France, hein. On parle de contrat court, de période sans contrat, et c'est justement cette discontinuité qui rend toutes les règles, notamment pour le congé paternité, si complexes. Allez, c'est parti, première grande étape, on va essayer de comprendre ses droits. Concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont les règles de base, le b.a.-ba du congé paternité pour un intermittent? Ok, première chose à savoir, et c'est une différence super importante. Un salarié classique a droit à 28 jours. Un intermittent, c'est 25. Alors pourquoi cette différence de 3 jours? Eh bien c'est simple. Le salarié, lui, il a 3 jours de congé de naissance qui sont payés directement par son employeur. Mais pour un intermittent, s'il n'y a pas de contrat pile à ce moment-là, eh bien ce congé, il saute. Du coup, c'est la Sécu qui prend le relais directement pour 25 jours. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a pas mal de flexibilité. Alors attention, il y a 4 jours qui sont obligatoires à prendre tout de suite après la naissance de l'enfant, mais pour les 21 jours qui restent, c'est un peu à la carte. On peut soit tout prendre d'un coup, soit les diviser en 1 ou 2 périodes, tant que c'est fait dans les 6 mois. Et franchement, cette souplesse, elle est indispensable quand on connaît la réalité des contrats d'intermittent. Mais voilà, on arrive à la question qui fâche, ou en tout cas celle qui stresse le plus. C'est bien beau d'avoir le droit à un congé, mais est-ce qu'on va être payé pendant ce temps? C'est ça la vraie question. Alors jetons un œil aux conditions pour être indemnisé. Alors, pour ouvrir ses droits, c'est assez simple, il y a 2 options. Attention, il suffit d'en remplir une seule des 2, pas les 2. Soit on a fait au moins 150 heures de travail ou 9 cachés dans les 3 mois juste avant le congé. Soit, deuxième option, on a fait 600 heures ou 36 cachés sur les 12 derniers mois. Je le répète, une seule de ces 2 conditions suffit et c'est la plus avantageuse qui est retenue. Et la question, que se passe-t-il si, juste avant le congé, on ne remplit aucune de ces 2 conditions? Eh bien, il y a une sorte de filet de sécurité. Ça s'appelle le maintien de droit. En gros, tant qu'on est bien resté inscrit à France Travail, la CPM peut remonter dans le temps et aller chercher la dernière période où les conditions, elles, étaient remplies. C'est vraiment un mécanisme crucial et pour le coup, c'est quelque chose que l'administration connaît bien. Bon, maintenant qu'on sait si on a droit à quelque chose, parlons argent. Le nerf de la guerre, évidemment. Le montant de l'indemnisation. Comment est-ce qu'on calcule ça? Alors oui, la formule peut faire un peu peur au premier abord, mais promis, on va la décortiquer et la rendre super simple. Le principe de base, en fait, il est assez simple. La Sécu va tout simplement regarder tous les salaires bruts qu'on a touchés pendant les 12 mois juste avant le début du congé. Et c'est à partir de ça qu'elle va calculer une indemnité par jour. Concrètement, ça se passe en 3 étapes. C'est un peu technique, mais suivez bien. Étape 1, on prend tous ces salaires bruts des 12 derniers mois et on les additionne. Facile. Étape 2, sur ce total, la Sécu applique ce qu'on appelle un abattement forfaitaire de 21%. Et étape 3, c'est là qu'est toute la subtilité. On ne divise pas par 365 jours, non. On divise par 365 moins le nombre de jours où on a été indemnisé par le chômage. L'idée, c'est de calculer un salaire moyen uniquement sur les jours où on aurait pu travailler. Et là, attention, information très importante, n'utilisez surtout pas le simulateur officiel du site amélie.fr. Il est complètement à côté de la plaque pour les intermittents et il n'est pas du tout adapté à ce calcul spécifique. Pour avoir une estimation qui tient la route, il faut absolument utiliser les outils qui ont été développés par des collectifs qui connaissent le sujet sur le bout des doigts, comme celui des Matermittantes, par exemple. Ok, on a vu la théorie, maintenant on passe à la pratique. Concrètement, on fait quoi? Voici un plan d'action, une sorte de checklist pour monter son dossier sans rien oublier et faire les déclarations comme il faut. Alors, pour la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, il faut un dossier bien complet. D'abord, une lettre toute simple où on précise les dates exactes du congé qu'on demande. Ensuite, bien sûr, l'acte de naissance de l'enfant. Puis, on rassemble toutes les fiches de paie des 12 derniers mois. On n'oublie pas l'attestation des congés spectacles, c'est super important, ça compte comme du salaire. Et enfin, il faut l'attestation de France Travail qui indique le nombre de jours indemnisés pour le fameux calcul dont on a parlé juste avant. Maintenant, du côté de France Travail ex-Pôle emploi. Tout se passe au moment de l'actualisation, à la fin du mois. Il faut bien penser à cocher la case qui dit qu'on a été en congé paternité et indiquer les dates. Et point crucial, il faut toujours cocher oui à la question « Souhaitez-vous rester inscrit comme demandeur d'emploi ?» C'est vraiment essentiel pour ne pas être radié. Et une fois que la CPAM a payé, on pense bien à télécharger l'attestation de paiement sur son espace France Travail. Voilà pour le côté pratique. Mais il faut savoir que toutes ces règles, toutes ces démarches, eh bien, elles ne sont pas tombées du ciel.
Elles sont le résultat d'un système, bien sûr, mais aussi de véritables luttes qui ont été menées pour l'améliorer. Et c'est important de replacer ce parcours, qui peut sembler très personnel, dans un contexte beaucoup plus large, un contexte collectif. On a déjà parlé d'eux pour le simulateur, mais il faut vraiment s'arrêter sur ce collectif, les matermitantes. C'est un acteur absolument central dans ce combat. Comme son nom l'indique, ça a été créé au départ par des mères intermittentes en 2009, mais très vite, le collectif s'est élargi pour défendre les droits sociaux de tous les travailleurs précaires, que ce soit pour la maternité, la paternité ou la maladie. Et leur impact, il est très très concret. Regardez un peu, c'est grâce à leurs actions que les seuils pour avoir droit au congé ont été abaissés, que des circulaires ont été publiées pour clarifier les règles du jeu, qu'un procès a été gagné pour empêcher un calcul injuste des indemnités. Bref, chaque ligne sur cette frise, c'est une victoire qui a changé concrètement la vie de milliers d'intermittents. Mais attention, le combat est loin de terminer. Et aujourd'hui, il y a une injustice majeure que le collectif dénonce. C'est simple, un congé maternité, ça compte comme du temps de travail pour recharger ses droits au chômage. Chaque jour de congé équivaut à 5 heures de travail. Mais le congé paternité, eh bien, il compte pour 0. 0 heure. C'est une différence de traitement énorme. Et ce n'est pas juste le collectif qui le dit, même le défenseur des droits a dénoncé ça comme étant une injustice. Du coup, leurs objectifs actuels, ils sont très clairs. D'abord, obtenir cette fameuse équité pour le congé paternité, qu'il compte lui aussi pour 5 heures par jour. Ensuite, mettre en place un revenu minimum, une sorte de plancher, pour que personne ne se retrouve sans rien pendant que le dossier est en cours de traitement. Et enfin, un point essentiel, obtenir une meilleure formation des agents de la CPAM pour qu'ils comprennent enfin les spécificités des dossiers d'intermittents. Et c'est là qu'on boucle la boucle. Toute cette paperasse, au fond, c'est un défi personnel, c'est certain. Mais le système derrière, lui, c'est un enjeu collectif. Et quand on comprend le combat qui est mené pour faire bouger les lignes, ça change complètement la façon dont on aborde ces formulaires. La démarche, d'un coup, elle n'est plus seulement individuelle. Elle s'inscrit dans une histoire bien plus grande, une histoire collective, celle de la lutte pour des droits plus justes.